Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse-moi. Orage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et en théorie, un mardi sur 3, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Alors vous l'aurez compris depuis le temps, les derniers épisodes de Hors Scène se font surtout en fonction des opportunités. Depuis 2 ans, je vadrouille entre l'Afrique, le Moyen-Orient et la France. C'est pour ça qu'on a créé la série Hors Scène Voyage, pour vous montrer comment le théâtre fonctionne dans d'autres pays. Alors depuis quelques mois, je suis en Afrique, et c'est là que je vous emmène maintenant, plus précisément dans le pays des 1000 collines, à savoir le Rwanda. Aujourd'hui, je reçois Bingo Régis. Bingo est acteur, auteur et metteur en scène depuis une dizaine d'années. En novembre 2023, il a joué sa première pièce, Indemalugamba, que j'ai eu la chance de voir et qui traite d'un sujet beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, le cheveu, et plus précisément le cheveu africain. Il travaille également sur 2 autres projets artistiques et en parallèle, il essaie de créer la première résidence internationale de théâtre au Rwanda. Avec mon invité, on va se demander comment on pratique le théâtre contemporain au Rwanda. Quelle place a le théâtre dans le pays? Comment développer cet art et toucher le public? Et enfin, comment le théâtre lui permet de questionner les conséquences de la période coloniale. Alors, la langue principale parlée au Rwanda, c'est le Kinyarwanda, mais on a de la chance car Bingo parle aussi français, donc vous pourrez suivre notre conversation sans aucun mal. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer qu'est-ce qui t'a mené au théâtre? Alors, je m'appelle Bingo Régis, c'est mon nom artistique. Je suis acteur, auteur et metteur en scène de théâtre, basé à Kigali, Rwanda. Alors, ce qui m'a amené dans le théâtre, c'est l'envie et le besoin de s'exprimer et de raconter les histoires qui m'intéressent, mes histoires ou les histoires des autres, les histoires humaines qui m'intéressent beaucoup et pour le monde entier. Du coup, toi, comment ça s'est passé? T'as fait des études ou pas? Alors, j'ai pas fait des études universitaires dans le théâtre ou des études secondaires dans le théâtre, mais j'ai fait beaucoup d'ateliers de théâtre avec différents formateurs ou coachs qui étaient des professionnels dans le théâtre, dans le milieu théâtral. Et j'ai commencé sur les ateliers sur le jeu d'acteur. Parce que ça, c'était mon entrée dans le métier de théâtre. Et puis après quelques années, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'écriture dramatique ou à l'écriture théâtrale. J'ai pu aussi être formé par des formateurs dans l'écriture théâtrale. Et tous ces formateurs venaient vraiment de mondes différents, de pays différents. D'accord. Du coup, on va peut-être revenir sur la formation après, juste d'abord pour commencer, pour que les gens comprennent comment c'est le théâtre au Rwanda, à quoi ça correspond le théâtre ici. Alors, le théâtre ici, ou la scène théâtrale ici, est vraiment très bébé. Je peux appeler ça comme ça. C'est très bébé, ça se développe petit à petit, mais c'est toujours vraiment quelque chose qui n'est pas très développé dans le pays. Mais il y a beaucoup plus d'artistes qui s'intéressent vraiment à cette scène-là de théâtre. Au Rwanda, on voit beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus de gens qui veulent être des artistes de théâtre, dans le jeu d'acteur, dans l'écriture, dans la mise en scène. Quand tu vois aussi des ateliers qui se passent ici, à Kigali et tout ça, tu vois quand même qu'il y a de l'intérêt dans la scène de théâtre, de l'intérêt dans la population, spécialement dans la jeunesse,
de vraiment de s'y mettre, de commencer leur carrière dans le théâtre. Mais il n'y a pas beaucoup, mais quand même, il y a un espoir. Il y a quand même quelque chose qui se développe petit à petit. J'avais entendu aussi qu'il y a beaucoup de théâtre à la radio. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Parce que nous, on n'a pas trop ça. Ouais. Il y a ça, c'est le théâtre radiophonique. C'est un genre de théâtre qui date depuis les années d'avant génocide, avant 94. Ça veut dire, ça date depuis les années 70 ou 80. Ça fait un grand effet au Rwanda parce que c'est une forme de théâtre qui est très populaire ici, qui est très écoutée par beaucoup de gens. Parce que si la radio, c'est un espace qui est très écouté au Rwanda. Mais ça consiste en quoi, du coup? C'est des histoires, enfin, c'est des fictions, il y a plusieurs comédiens qui parlent, ça ressemble à quoi? Alors, c'est une forme de théâtre qui est éducative. C'est pas une forme qui utilise beaucoup le théâtre contemporain ou le théâtre abstrait. C'est une forme qui utilise beaucoup le théâtre éducatif. Alors, ce sont des ONG, des organisations non gouvernementales, qui financent ce genre de théâtre. Parce que c'est un moyen pour eux de transmettre des messages éducatifs, notamment sur le sida, sur le Covid, sur la malaria, sur les épidémies ou les maladies, ou s'ils veulent éduquer les gens sur l'égalité ou différents, ces genres de thèmes qui sont très sociaux. Et les organisations non gouvernementales qui ont toujours des budgets pour ça, ils utilisent ce genre de théâtre radiophonique pour communiquer ce genre de choses. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout de fiction, en fait, c'est surtout du théâtre éducatif. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de fiction, c'est toujours du théâtre éducatif qui part toujours des choses que le gouvernement, parce que c'est aussi un théâtre qui est très politique aussi. Parce que ce genre d'ONG, d'organisations non gouvernementales, travaille beaucoup avec le gouvernement. Donc, s'il n'y a pas vraiment de théâtre sur scène, même si pour l'instant ça commence, comment toi t'as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce théâtre scénique, alors que finalement tout ce que tu avais vu dans ton enfance, c'était surtout ce théâtre radiophonique? Aussi, il faut aussi que je mentionne que au Rwanda, il y a aussi le théâtre sur scène. Mais c'est l'adaptation du théâtre radiophonique, mais sur scène. Ah! Il y a beaucoup de campagnes communautaires. On appelle ça le théâtre communautaire, qui est aussi un peu populaire, mais pas beaucoup plus que le théâtre radiophonique. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait parce que ces ONG, parfois, dans leurs projets, ils incluent aussi aller sur le terrain et d'amener ces théâtres radiophoniques sur terrain, vue à vue, sur scène, pour qu'aussi le public voit ces acteurs ou ces théâtres, mais sur scène. Donc, du coup, changement de ma question, Ouais. qu'est-ce qui, toi, t'a fait découvrir le théâtre plus contemporain avec des fictions, des choses comme... Enfin, d'ailleurs, c'est même pas forcément contemporain, mais le théâtre de fiction sur scène. Comment t'as découvert ça et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? Alors, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup raconter des histoires aux gens, mais aussi écouter les histoires des autres. J'aimais vraiment être dans des espaces où il y a vraiment cette vibe, cet esprit ou cette énergie de raconter des histoires, d'écouter les histoires des autres, d'avoir de l'humour dans les histoires et tout ça, les contes et tout ça. J'aimais beaucoup vraiment ce genre d'environnement ou ce genre d'espace. J'étais vraiment un enfant qui était très curieux et qui aimait aussi incarner des histoires qu'il a vues dans des films ou même dans les contes et tout ça. J'aimais ça.
Mais dans ma famille, il n'y avait pas d'artiste ou un intérêt artistique dans la famille. Et alors, quand je suis arrivé dans l'école secondaire, il y avait beaucoup des événements qui se passaient dans l'école. Des événements de loisirs et tout ça. Et il y avait beaucoup, dans ces événements, il y avait beaucoup de spectacles vivants, notamment la danse, le chant, des sketchs, tout ça. Et ça m'a beaucoup intéressé directement. C'est quelque chose qui n'a pas pris longtemps pour que je m'y intéresse. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché beaucoup quand j'ai commencé à voir cette expérience des événements, des spectacles et tout ça. Alors j'ai commencé vraiment à y entrer, à essayer de faire ça. Tu disais que toi, tu as fait appel à des formateurs qui venaient notamment d'autres pays, etc. Comment on fait aujourd'hui au Rwanda pour apprendre le théâtre, pour apprendre le jeu de comédien? Est-ce qu'il faut forcément faire appel à des gens à l'étranger? Est-ce qu'il y a des écoles de théâtre? Est-ce qu'il y a même des cours amateurs, des choses comme ça ou pas? Avant que je parle de ça, avant que j'oublie, pour être intéressé dans le théâtre, c'est quelque chose que j'ai découvert sur Internet. C'est pas quelque chose que j'ai vu direct. Bien sûr, j'ai découvert le spectacle vivant dans mes études secondaires, dans ces événements-là. Mais pour découvrir le théâtre, j'ai découvert ça sur Internet parce que je faisais beaucoup de recherches avec cette curiosité du spectacle vivant. Parce que je vois que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le spectacle vivant, être devant le public et s'exprimer et de vraiment sortir ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on ressent. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de recherches sur le spectacle vivant. Alors c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le théâtre. Le théâtre sur scène. Quand j'ai vu quand même des pièces être jouées, être filmées sur Internet, blablabla. Et j'ai vu qu'aussi le théâtre aussi peut réunir beaucoup de formes de spectacles vivants ou beaucoup de arts vivants dans ce format-là de théâtre. Notamment danse, musique et poésie. Alors je me suis dit, alors cet art qui a le pouvoir de réunir la poésie, la danse, la musique, juste dans une forme, c'est incroyable. Et j'ai vu même comment les gens se portent sur scène, parlent, racontent des histoires et s'expriment et tout ça à travers aussi la musique, la danse, la poésie, tout ça. Et le mouvement, je me suis dit là, c'est le paradis pour moi. Alors c'est comme ça que je me suis dit, le théâtre, c'est mon truc. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Et pour venir sur la question, alors quand j'ai commencé mon métier en 2014, je savais rien du théâtre. J'avais pas de connexion dans ce milieu-là. J'étais vraiment vierge sur ça, si je peux dire comme ça. Mais parce que c'est quelque chose que je voulais faire, qui me passionnait beaucoup, je me suis dit non, je vais m'y lancer. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je m'y lance, je veux voir ce que je trouve. Alors j'ai commencé avec aussi l'Internet, aussi le Facebook et tout ça, ça a beaucoup aidé aussi. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur des événements artistiques qui se passent dans Kigali et aussi de faire le follow-up des gens qui sont dans ce milieu-là, que je trouvais sur Internet, qui était basé au Rwanda, à Kigali. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans des événements culturels, artistiques. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir des connexions dans ce milieu, dans la danse, dans la musique, dans le théâtre. Avant, c'était dans le théâtre radiophonique ou communautaire. T'en as fait, toi, du théâtre radiophonique, d'ailleurs, ou pas? Non, j'en ai fait une fois dans des programmes, mais c'était pas mon truc. Oui. Ouais. Moi, je voulais quelque chose de profond, qui
qui ne me dit pas, il faut pas baiser quelqu'un parce que tu vas avoir du sida, tu vas être contaminé par le sida, le VIH et tout ça, blabla. J'aimais pas ce genre de truc. Pour moi, c'était politique, vraiment. Et pour moi, la politique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient dans le milieu. Et comme ça, aussi, dans ce milieu-là, là où je commençais à avoir des connexions, et c'est là où je commençais à être informé aussi de formations qui se passent, des gens qui viennent pour faire des formations. Avant, c'était dans le cinéma. J'ai une petite expérience dans le cinéma aussi. Mais après un certain moment, je me suis dit non, mais ça, c'est pas... Ce que je cherche, c'est pas ça, tu vois. Je voulais vraiment le théâtre parce que le sentiment, c'était que le théâtre est vraiment très profond et c'est vivant. Et alors, je me suis écalé du cinéma et j'ai commencé à vraiment chercher des opportunités d'ateliers, de formation dans le théâtre. Mais il y avait le Goethe, l'Institut Goethe, donc qui est l'Institut allemand, voilà. L'Institut culturel allemand. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des formations professionnelles avec des gens qui venaient dans des projets. Et si je me rappelle bien, c'est là où j'ai eu ma première formation dans le théâtre, si je ne me trompe pas. Ouais, ils amenaient des artistes d'Allemagne, tout ça. Mais il y a aussi une compagnie de spectacles vivants qui s'appelle Machérika, qui était populaire à cette époque. Et aussi, la compagnie organisait des formations sur le théâtre. C'est une compagnie rwandaise ? C'est une compagnie rwandaise qui est basée au Rwanda, par une Rwandaise. Ils avaient même un festival de spectacles vivants, festival international et tout ça. Alors, il y avait quand même des formations qu'ils organisaient et je participais aussi. Et à travers le festival, mais aussi à travers leurs différents programmes. Et c'est comme ça, Goethe et ça, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à avoir des formations professionnelles sur ça. Et au niveau des lieux, parce que là, donc, tu es en train de créer des pièces, on va y revenir par la suite. Est-ce qu'il y a des scènes au Rwanda où est-ce que vous pouvez jouer ? Alors, généralement, on n'a pas d'espace pour le théâtre. On a quelques espaces pour le spectacle vivant, mais qui sont multitask, qui ne sont pas vraiment dédiés au théâtre spécifiquement. Premièrement, on n'a pas un théâtre national, mais on n'a pas aussi des espaces pour les arts, spécifiquement pour les arts. Ce qu'on essaie, on essaie de créer des espaces. Des espaces, ça peut être dans les rues. Il y a des gens qui organisent des productions de théâtre dans des salles polyvalentes, dans les salles des universités, les salles d'école, tout ça, ou des salles de mariage, ou des salles de réunion, ou ce genre de choses, ou des salles des hôtels, parce qu'on n'a pas d'espace pour ça. D'accord. Mais dernièrement, il y a un espace qui a été créé par des artistes rwandais et indépendants de spectacle vivant, un espace qui s'appelle l'Espace. Ah oui. Et c'est aussi, la création de cet espace, c'est aussi le besoin d'espace pour s'exprimer. Et ces artistes se sont dit, mais on n'a pas d'espace, on n'a rien, on n'a pas des lieux de diffusion pour nos spectacles et tout ça. Pourquoi pas en créer un avec nos moyens, parce qu'on n'a pas de financement aussi pour ça, avec nos moyens. Et puis, on voit comment ça évolue. Et c'est possible que si on commence ça, on peut avoir des moyens, on peut avoir des financements pour ça. Alors, ils ont commencé l'espace, ils ont loué un lieu, ils ont transformé ce lieu, c'était un hangar, qu'ils ont transformé à un théâtre privé pour accueillir des spectacles vivants, mais aussi des spectacles, des projections de films. Parce que si
On n'a pas beaucoup de lieux dans d'autres genres d'art. On n'a pas des cinémas, beaucoup de cinéma pour les projections de films. On n'a pas beaucoup d'espace pour l'exposition. Alors ils ont dit, OK, on peut créer cet espace, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour l'art. On va inclure aussi d'autres formes artistiques, le cinéma, l'exposition visuelle, de l'art visuel, mais aussi le spectacle vivant comme le principal. Là. Ils ont créé ça et c'est là où on a commencé vraiment à avoir un espace qu'on peut dire c'est un espace pour les artistes, pas pour les réunions politiques, pas pour les mariages, pas pour quoi, blablabla. Ouais. Bon, après, ce qui est un peu triste pour l'espace, c'est qu'ils ont brûlé il y a quelques mois, mais ils continuent d'exister, c'est juste qu'ils organisent leurs événements dans d'autres lieux, comme l'Institut français, là où j'ai pu voir ton spectacle d'ailleurs. Mais bon. Bon, et sinon, ça se passe comment au niveau du public? Vu que c'est une forme un peu nouvelle, est-ce que les gens s'y intéressent? Est-ce que ça débute doucement? Comment ça se passe? Le public rwandais est très intéressé par l'univers dramatique. Parce qu'aussi la culture rwandaise, c'est une culture qui est poétique, qui est dramatique, qui utilise beaucoup le conte, qui utilise beaucoup les histoires racontées. Même dans la musique, dans la culture rwandaise, la musique rwandaise, la danse rwandaise, la poésie rwandaise, c'est toujours des histoires racontées. Ça part toujours des histoires. C'est pas juste de la danse, c'est pas juste de la musique, c'est pas juste de la poésie. On a aussi une culture de conte intergénérationnelle. Et c'est vraiment une culture qui a le dramatique, qui a le narratif dramatique dedans. Et alors le public rwandais s'intéresse beaucoup à ça. Mais le théâtre, spécialement le théâtre de fiction ou le théâtre qu'on appelle aussi contemporain ou théâtre moderne, je sais pas, c'est quelque chose que je peux dire que c'est nouveau, comme tu l'as dit. Alors pour le public rwandais, quand quelque chose est nouveau, il y a toujours La réticence. Ouais, c'est ça. Une distance qu'ils mettent dans ça avant de s'y investir et tout ça. C'est toujours le cas pour les Rwandais. Les Rwandais ne s'investissent pas dans des choses qui sont nouveaux juste comme ça. Il y a toujours le recul et l'analyse, l'observation, est-ce que c'est important pour s'y investir, est-ce que ça en vaut la peine, tout ce genre de choses. Il y a toujours ces questionnements quand quelque chose est nouveau. Alors, c'est quelque chose de nouveau, mais quand on produit des spectacles comme ça, de théâtre, de fiction, tu vois toujours le même public. On appelle ça, beaucoup de Rwandais appellent ça les intellectuels. Même si je suis pas d'accord ça, mais on appelle ça le public intellectuel parce que ce sont des gens qui ont étudié dans des écoles. Ils sont des gens qui parlent à beaucoup de langues internationaux ou des gens qui sont ouverts à l'art du spectacle ou bien des gens qui ont voyagé, qui ont vu le théâtre ailleurs et aussi les artistes aussi. Il y a toujours le même public, vraiment. Et c'est parce que l'autre public, la population, c'est quelque chose qui ne savent pas, qui n'est pas vraiment intégré dans la société, comme le théâtre radiophonique, comme le théâtre communautaire. C'est pas la même chose. Alors c'est pour ça que c'est quelque chose qui se développe petit à petit, mais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources on n'a pas de financement dans ça. C'est aussi toujours problématique de comment produire des spectacles et de rendre ça accessible à tout le monde. Mais sans beaucoup de ressources, c'est difficile. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Ça se passe comment au niveau de l'argent? Donc, il n'y a pas du tout de financement de l'État. Comment vous faites exactement? Alors, pour avoir des financements, on participe dans des appels à projets. Des appels à projets internationaux et pour proposer nos projets pour être financés dans des institutions différentes dans le monde entier. Et aussi, on travaille avec des organisations non gouvernementales, mais internationaux,
qui financent la culture. Par exemple, le Goethe, l'Institut culturel allemand, travaille beaucoup avec des artistes locaux de leurs projets et finance leurs projets. Et aussi, depuis que l'Institut français est devenu actif et qu'il y a aussi la coopération culturelle à l'ambassade de France, il y a aussi des partenariats entre l'ambassade de France, l'Institut français et les artistes locaux dans le financement de leurs projets artistiques. Et aussi, il y a aussi les Suisses, la coopération suisse qui aussi finance des projets culturels et artistiques. Ouais, il y a des organisations internationales qui financent la culture et les arts, qui sont très actifs, mais c'est pas dans toutes les ambassades des pays au Rwanda. Non, 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 Oui. non. Il y a des pays qui valorisent la culture et ensuite qui financent des projets culturels et des projets artistiques. Et est-ce que tu es obligé d'avoir un travail en plus de ton travail artistique pour gagner assez d'argent ou tu es totalement dédié à l'art? Alors, c'est difficile d'être seulement artiste au Rwanda. Et c'est le même cas aussi dans beaucoup de pays. Pas seulement en Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique. Oui, bah, en France c'est partout aussi, dans le hein. monde. C'est partout dans le monde. C'est difficile d'être artiste. Mais dans des pays où même l'État ne finance pas les arts, ne finance pas la culture, c'est même plus difficile. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui ont d'autres jobs pour payer leurs besoins, pour survivre. Et il y a des artistes qui font ces métiers à part et qui ont décidé de survivre et de chercher de l'argent et de mettre à côté le côté artistique. Pas parce qu'ils voulaient ça, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, beaucoup de ressources dans l'art. Et il y a des artistes qui ont dit, ok, ouais, j'aime beaucoup l'art, je veux être artiste, c'est quelque chose qui me passionne, mais il n'y a pas de survie dans l'art. Alors, malheureusement, je veux trouver d'autres jobs, d'autres métiers qui peuvent me donner de l'argent. Et puis, peut-être que dans le futur, je veux revenir dans l'art si j'arrive à un point là où je suis financièrement stable et tout ça. Il y a des artistes qui sont comme ça aussi. Mais il y a aussi d'autres artistes qui disent, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens dans l'art, moi je vais faire seulement l'art. L'art demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et aussi, il y a d'autres métiers à part qui aussi demandent beaucoup d'investissement de soi. Alors faire les deux, parfois c'est difficile. Alors il y a des artistes qui disent, moi je veux faire seulement l'art, je veux être artiste et puis on va voir, je veux me battre. Parce que si être artiste, c'est aussi être un guerrier. C'est aussi se battre toujours, d'avoir beaucoup de courage, de prendre des risques. C'est aussi déjà un risque au niveau financier. Et pour mon cas, moi j'ai décidé d'être seulement artiste. Parce que j'aime pas m'investir dans quelque chose 50% ou 60%, 70%, non. J'avais beaucoup de possibilités de faire autre chose. Des choses qui ont beaucoup plus de potentiel dans le financier. Dans le financier, quoi. Mais je suis pas artiste juste pour l'argent. Je suis artiste pour vivre, pas pour survivre. Pour vivre, il y a beaucoup plus de choses qui comptent, beaucoup plus que l'argent. Mais pour survivre, il faut de l'argent. Alors moi, être artiste, c'est mon langage, c'est ma langue que je parle, c'est un besoin primaire pour moi, c'est une façon pour moi de s'exprimer, de m'explorer moi-même, d'explorer mon soi, ce que je suis, de même comprendre celui que je suis, d'expérimenter mon être, et aussi de partager mon être. Être artiste pour moi, c'est quelque chose de personnel, d'intime, de vulnérabilité que j'ai besoin, vraiment. Et ça, tu peux pas avoir un valeur financier pour ça. Il n'y a pas d'argent qui peut
subvenir à ça. C'est pour ça que je me suis dit, parce que aussi, avant de décider quelque chose, je fais beaucoup de recherches. Je décide jamais de quelque chose avant de comprendre cette chose-là. J'étais toujours au secondaire, à l'école secondaire, quand j'ai décidé ça. Mais j'ai pris vraiment un temps de faire de recherche, de dire, OK, je vais être artiste, mais qu'est-ce que ça implique? Il y a des risques. Il y a ce genre de choses. Et je me suis dit, mais coûte que coûte, moi, ce qui importe, c'est ça. Ce besoin que j'ai de s'exprimer, de raconter mes histoires, de comprendre la nature, l'être, de pouvoir partager avec les autres ce que j'ai, d'être vulnérable, de raconter des histoires de l'humanité, de mes expériences, mes histoires personnelles, mes émotions, mes pensées, mon esprit. Ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup de poids, plus que les risques d'être artiste. Du coup, on va continuer sur ton art, en l'occurrence. Donc, quelles sont tes actualités en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de créer des projets de théâtre. Récemment, comme tu étais là déjà, récemment, j'ai produit une pièce de théâtre que j'ai écrite, que j'ai mis en scène, mais aussi je joue un personnage dedans. Est-ce que tu peux nous dire son nom parce que je pense que je n'arriverai pas à la prononcer? Ouais, la pièce s'appelle Indemarugamba. J'ai 3 pièces. C'est mes premières pièces. Quand j'ai commencé à écrire mes pièces, je me suis dit, OK, je vais faire quelque chose que beaucoup d'artistes ne font pas, de commencer 3 projets en même temps. Elles sont liées, les 3 pièces entre elles, ou il n'y a rien à voir? Non, ils ne sont pas liés. Okay. Ils ne sont pas liés, c'est 3 pièces différentes, avec 3 visions différentes et 3 histoires différentes. Mais la production de ces pièces ne vont pas être dans un même temps. Ça va se produire un après l'autre. Et alors j'ai produit pour la première fois Indemarugamba qui fait partie de ces 3 pièces. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi elle parle, cette pièce? Alors, Indemarugamba, premièrement, comme nom, c'est un nom en Kinyarwanda qui signifie quelqu'un ou quelque chose qui déclenche un conflit ou qui déclenche une guerre ou un débat sur quelque chose. Et là, dans la pièce, le déclencheur de conflit, c'est le cheveu africain. Mais c'est une pièce aussi qui est dans un contexte rwandais. Mais ça parle de cheveux africains en termes plus grands. Et le conflit se passe dans une famille rwandaise. C'est une pièce familiale qui part d'une histoire d'une famille qui n'arrive pas à avoir la même perception de leurs cheveux. Et ça crée beaucoup de conflits dans leur espace familial. Et ce conflit vraiment devient quelque chose de violent, à un point qu'ils décident d'inviter leurs cheveux, ou le cheveu africain, pour être le médiateur de ce problème dans leur famille. Alors le cheveu africain décide de se transformer à une forme humaine pour venir dans cet espace intime de cette famille et pour essayer de voir comment aider cette famille. Et puis après, le cheveu africain découvre que le conflit est vraiment basé sur la perception coloniale qu'ils ont de leurs cheveux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas conscients de leurs cheveux, de pourquoi ils ont les cheveux qu'ils ont et l'importance de leurs cheveux dans leur vie personnelle. Et que c'est là où c'est pour ça que le conflit vraiment est là. Et le cheveu africain décide de les faire voyager dans un monde surréel au-delà de leur société pour qu'ils questionnent ou bien pour comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas dans leur vie familiale. Mais après, le conflit ne va pas
se terminer comme ça. Et puis, le cheveu aussi africain va le faire voyager dans l'histoire coloniale, de comment la perception de leurs cheveux a fini par arriver dans leur tête. Et le lavage de cerveau qui a été commis par les colons, pas seulement sur la langue rwandaise, pas seulement sur le système de l'éducation, pas seulement sur le système politique ou sur le système spirituel, mais aussi sur leurs cheveux. Parce qu'avant la colonisation Rwanda, le cheveu était quelque chose qui était très respecté, quelque chose qui avait beaucoup d'importance, qui était très noble. Il y avait des coiffures très majestueuses, des coiffures très puissantes, qu'on appelle Amasunzu, et aussi Uruhanika. Amasunzu, c'était pour les hommes, mais aussi pour les filles qui n'étaient pas mariées. Et Uruhanika était une coiffure pour les femmes mariées. Alors le cheveu vraiment avait beaucoup de valeur dans la société rwandaise avant la colonisation. Et même les hommes poussaient leurs cheveux pour avoir cette coiffure à Masunzu. Ça veut dire que les hommes, pour avoir des cheveux longs, c'était quelque chose de normal. Oui, parce que du coup, pour rappeler le conflit initial, c'est que les parents sont pas d'accord pour que le fils ait les cheveux longs, et à l'inverse, la fille qui a les cheveux courts car assez crépus, ne peut pas avoir des cheveux longs, donc qui sont des attentes, bon déjà très sexistes, mais aussi finalement très occidentales. C'est ce qui est lié aux cheveux des occidentaux et pas vraiment du coup aux cheveux africains. C'est ça, c'est la perception de leurs cheveux qui est très coloniale, mais qui est aussi une perception que les gens n'analysent pas, parce que la colonisation a fait un lavage de cerveau de ça, de la conscience de soi, de la valorisation de soi, à travers des systèmes, aussi à travers la force. Parce que quand ils sont venus, ils ont forcé les Rwandais, mais aussi en Afrique, aussi partout, là où la colonisation a été faite, forcer aux gens et imposer leur système, leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon de travailler, leur façon d'être. Et ça fait un lavage de cerveau sur aussi la conscience de soi et la valorisation de soi. Et ça engendrait la perception coloniale des cheveux qui a été aussi transmise à travers des générations jusqu'à ce moment-là. Et c'est pour ça que les cheveux africains essaie de vraiment les faire voyager dans cette histoire coloniale pour qu'ils soient conscients de ça. Et puis, après, le cheveu laisse à la famille de faire un choix entre choisir de continuer à avoir cette perception coloniale de leurs cheveux ou de prendre la conscience qu'ils ont accueillie dans leur vie à travers ce voyage que le cheveu africain a fait avec eux et vraiment d'entretenir leurs cheveux, pas d'une façon coloniale, mais d'une façon vraiment respectueuse de leurs cheveux. Et puis après, la pièce se termine comme ça. La pièce ne donne pas la conclusion, mais c'est le public qui se donne la conclusion de la pièce. Et aussi dans l'histoire, la famille, ils n'expriment pas leur choix, mais c'est la question vraiment qui... Oui, ça reste ouvert. Qui termine la pièce, je veux dire. Et ça reste ouvert pour le public aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est des problèmes qui ont lieu toujours aujourd'hui. Enfin, dans toutes les familles, il y a ce genre de problème ici, c'est ça ? Ouais, il y a beaucoup de problèmes. Parce que pour aussi avoir l'idée de créer cette pièce, j'ai fait beaucoup de recherches. Même avant de faire de recherches, il y avait beaucoup de jeunes qui me disaient qu'ils ont beaucoup de conflits avec leurs parents, basés sur leurs cheveux. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés à faire des dreads avec leurs cheveux et aussi à faire des amasunzu, la coiffure rwandaise. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes parents pour pousser mes cheveux, pour avoir des dreads, pour avoir un amasunzu. Ils ne comprennent pas ça.
mais j'ai décidé de me battre pour ça et maintenant, ils me parlent plus. Maintenant, ils disent que je suis un délinquant ou parce que j'ai poussé mes cheveux et Mais du coup, pendant la colonisation, ce genre de coiffure, les coiffures traditionnelles, elles avaient été interdites ou c'était autorisé, mais c'est juste que il y a eu un tel lavage de cerveau que les gens ont arrêté de le faire. les colons, et c'était des Belges, parce qu'on a été colonisé par... premièrement, c'était les Allemands. Et puis, quand la guerre mondiale, les Allemands ont perdu la guerre, alors ils ont donné le Rwanda, le Burundi et le Congo, ils ont donné ça aux Belges. Alors les Belges, quand ils sont venus, ils ont essayé de faire le lavage, mais aussi de forcer aux gens de changer beaucoup de choses dans leur vie. Et puis ils ont dit que ils ont menti aux Rwandais qu'il y a une épidémie qui est venue du Congo et qui est en train d'attaquer les cheveux. Et que pour que ça s'arrête, il faut couper les cheveux. Ils ont menti parce que il n'y avait pas cette maladie-là. Mais ils ont menti aux Rwandais. Et les Rwandais ont résisté à ça, ont essayé ont refusé de couper leurs cheveux. Et puis les Belges ont fait ça par force. Ils ont forcé aux gens de couper leurs cheveux. Et il y avait des gens qui étaient battus par les Belges à cause de ça, les gens qui refusaient de couper leurs cheveux. Il y a même des autres qui étaient même tués par les Belges à cause de ça, à cause du refus de ne pas couper leurs cheveux. C'était par force. Et puis après, parce qu'ils tuaient des gens, à cause de ça, ils battaient des gens. Alors ça finit par s'intégrer dans la société. Et c'est comme ça que les Amasunzu et les Uhanika pas pris fin, mais a été vraiment... Oui, ça a été arrêté Ouais, c'est ça. A été balayé dans la société, si je peux dire comme ça. Ouais. Et du coup, cette thématique, elle est quand même assez engagée puisque tu en profites du coup pour parler de ces thématiques, de la colonisation, etc. Est-ce que c'est un peu ton but dans tes pièces de justement être engagé, de parler de certains sujets qu'on met un peu de côté et qu'on essaie de plus trop voir et montrer les impacts que ça a aujourd'hui dans la société? C'est une volonté que tu as artistiquement ou pas? Ouais, parce que aussi, la vision que j'ai pour la pièce, c'est décoloniser la perception coloniale du cheveu africain, mais dans les familles africaines. C'est ma vision. Quel est l'avenir de cette pièce? Est-ce que tu vas tourner avec cette pièce? Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu vas en faire? Alors, pour le moment, maintenant, j'ai déjà produit la première de la pièce. Maintenant, je m'organise pour la tournée au niveau national, mais aussi au niveau international. J'aimerais vraiment tourner la pièce au Rwanda, dans des régions différentes, mais aussi dans des pays africains aussi, mais aussi en dehors de l'Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. Et j'essaie de voir comment aussi organiser ces tournées et tout ça. Et aussi, la pièce, c'est une pièce qui est écrite en Kinyarwanda. C'était un choix aussi, parce que je peux écrire en français, en anglais, mais je voulais écrire en Kinyarwanda parce que premièrement, c'est ma langue maternelle, mais aussi, c'est une langue qui n'est pas très explorée au niveau artistique. On voit beaucoup de pièces de théâtre venant du Rwanda, mais en français ou en anglais. Je me suis dit, pourquoi pas en Kinyarwanda? C'est notre langue maternelle, mais c'est une langue riche, avec vraiment beaucoup de musicalité, beaucoup de poésie, beaucoup de rythme, beaucoup de sensualité. Je me suis dit, mais pourquoi pas écrire une pièce en Kinyarwanda pour le public rwandais, mais aussi pour le public international. Comme par exemple, il y a des pièces qui sont en français venant de France ou de Belgique, ou qui sont produites ici au Rwanda, mais dans la langue française ou dans la langue anglaise. Pourquoi pas écrire une pièce en Kinyarwanda qui va être diffusée en Kinyarwanda pour aussi les Français, pour diffuser ça en France, ou pour les Français, pour les Anglais, pour les Allemands, pour les Suisses et tout ça. J'aimerais aussi faire des sous-titres
de cette pièce en français, en anglais, mais aussi dans d'autres langues venant de différents pays, pour aussi, bien sûr, tourner ça, pour pouvoir tourner ça à l'international. C'est important aussi de créer une place de notre langue, de la langue rwandaise, dans le monde artistique, mais aussi dans le monde entier. Je vais juste te poser une dernière question. Est-ce que tu as des conseils à nous donner au niveau d'artistes rwandais qu'on pourrait suivre sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde ne va pas aller au Rwanda pour les rencontrer malheureusement. Est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Alors, voilà, on a quand même des artistes de théâtre qui sont même connus au niveau international. Il y a Dorcy Rugamba, qui est aussi mon formateur dans le domaine de théâtre, dans le jeu, dans la mise en scène, dans l'écriture. Et Dorcy aussi, Rugamba, il est basé entre le Rwanda et la Belgique. Il est aussi connu en Europe, mais aussi partout dans le monde, en tant qu'acteur, auteur aussi, et aussi metteur en scène de théâtre. Et il y a aussi Carole Kalimera, qui est aussi une dame de théâtre. Et il est basé ici au Rwanda. Mais il travaille beaucoup, il fait des tournées de ses pièces partout dans le monde, en Europe, partout. Ouais, il y a aussi Dida. Dida est une productrice dans le théâtre, mais aussi dans le cinéma. Mais aussi, elle est aussi actrice aussi. Merci beaucoup à Bingo de nous avoir partagé son expérience et merci à vous d'avoir écouté cet épisode hors série de Hors Scène. Vous pourrez bien sûr retrouver en description tous les éléments et les noms d'artistes cités dans l'épisode. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast, laissez-nous plein d'étoiles, de commentaires et surtout, parlez-en lors de votre prochain voyage. Si le théâtre en Afrique ou ailleurs vous intéresse, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook. Vous pourrez d'ailleurs voir en story à la une des photos et des vidéos de spectacles vus durant la Triennale de Kigali. Merci beaucoup d'ailleurs à notre collaborateur Alan Bernigo qui a pu poster toutes ces images pour nous faire voyager un petit peu au Rwanda. D'ailleurs, des posts sur le sujet ne vont pas tarder, alors gardez l'œil ouvert. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la nouvellement trentenaire Laetitia Leroy qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Alors merci à elle et surtout bon anniversaire. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!